Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Comme annoncé, on va parler ce matin de la diplomatie. On parlera notamment des conséquences de la pandémie sur la gouvernance mondiale, les différents changements opérés au niveau de la diplomatie haïtienne. Avec nous ce matin pour en parler, le professeur de Relations internationales et de droit diplomatique et consulaire, James Boyard. Comme on peut le dire, il est professeur d'université. C'est avec plaisir qu'on vous accueille sur le plateau ce matin, professeur Boyard, et bienvenue. Bonjour Wendell et merci pour l'invitation. Et comme je l'ai dit, on peut commencer avec Covid. Et pourquoi pas, avec Covid, pour voir quels sont les impacts performatifs de la pandémie sur la gouvernance mondiale. Et ceci, on peut voir, on peut analyser ces impacts à trois niveaux. D'abord, au niveau de la gouvernance démocratique, parce que assurément, la pandémie a conduit certains gouvernements à adopter un processus de sécurisation. J'ai dit bien de sécurisation, je ne parle pas de sécurisation, c'est un autre concept. Donc, ces gouvernements ont engagé un processus de sécurisation qui ont permis de fabriquer carrément des discours de danger, des discours de risque, pour porter la majorité de leur population à accepter, tolérer, légitimer des dispositions exceptionnelles telles que, par exemple, le renforcement des pouvoirs de police et également l'adoption d'un ensemble de mesures administratives discrétionnaires pour pouvoir gérer justement la pandémie. Assurément, ces mesures peuvent être détournées par des gouvernements qui ont des velléités de retourner vers l'autoritarisme, vers une régression autoritaire. Donc, ce qui fait que le pouvoir d'exception peut donner lieu à des dérives, soit des dérives autoritaires. Dans ce cas-là, eh bien, le gouvernement pourrait utiliser le renforcement de ce pouvoir de police afin d'assurer un contrôle illicite sur sa population et peut-être de museler la voix de l'opposition. Et également, eh bien, l'utilisation de ces dispositions administratives discrétionnaires permet justement au gouvernement de court-circuiter les procédures standards au niveau comptable, au niveau des finances, pour obtenir les moyens, les ressources financières nécessaires pour faire face à la pandémie. Donc c'est un outil pour certains dirigeants mondiaux. C'est un outil qui peut être bien utilisé dans le sens d'une bonne gestion de la pandémie, mais c'est un outil qui peut être mal utilisé. Je parle du pouvoir d'exception. D'aucuns estiment, professeur, que la pandémie ou encore cette crise a permis de voir les faiblesses de certains pays longtemps perçus comme des pays puissants. Eh bien, évidemment, les grandes démocraties, les pays industrialisés, notamment les États occidentaux, ils ont négligé certains domaines, pensant que certaines menaces, ils ne seraient pas exposés à certaines menaces de sécurité. Pourquoi? Parce que les États occidentaux en soi ont appréhendé les menaces de sécurité uniquement en termes militaires. Donc ils se sont donné les moyens d'intervenir contre les menaces de sécurité en termes militaires. Mais depuis une décennie, ou plus d'une décennie d'ailleurs, la sécurité internationale a évolué considérablement et ces États occidentaux n'ont pas tenu compte de cette évolution. Au point que la question de la sécurité internationale est passée de la sécurité du point de vue militaire à la sécurité humaine. Et lorsqu'on parle de sécurité humaine, on voit des menaces de sécurité non militaires, telles que les menaces de pandémie et les menaces en termes de catastrophes naturelles aussi. Donc, ce qui fait que les États occidentaux ont été mal outillés pour faire face à ces genres de menaces. C'est pour cela qu'ils ont agi peut-être soit de manière tardive ou ils n'ont pas suffisamment agi pour... Alors que ce coronavirus, c'est pas le premier qu'on a. Alors, ce n'est pas la première pandémie. C'est pas la première mais pandémie. C'est la pandémie la plus grave pour notre siècle.
C'est la pandémie la plus grave. Oui, après la grippe espagnole. Oh, ça date de plusieurs siècles déjà. Ça date de plusieurs siècles. Donc, c'est dire qu'ils n'ont pas tenu compte de l'histoire, des leçons. Non, on est au début du siècle dernier, 1918, 1917 et autres. Et on parle de plusieurs millions de morts. Oui, aussi. Évidemment, mais... C'était une occasion à saisir. Et puis après, récemment, on a connu d'autres pandémies qui avaient fait des morts. Aussi, c'est pourquoi on dit le nouveau coronavirus. Non, mais c'est ce que j'essaie de faire comprendre. C'est-à-dire que ces États occidentaux se sont mis en tête qu'il n'y a que les États du tiers-monde qui sont exposés aux conséquences de ces pandémies. Alors qu'eux-mêmes, comme ils ont oublié un fait, c'est-à-dire que le monde est rentré dans une interdépendance telle qui fait qu'il n'y a plus de frontières entre États tiers-monde et États occidentaux, et les États occidentaux. Donc, en raison de cette absence de frontières, donc une pandémie qui est éclatée, qui a émergé peut-être dans un État du Sud, peut facilement se retrouver dans les territoires des États du Nord, des États occidentaux. Oui. Ils n'ont pas tenu compte de cela. Donc voilà pourquoi ils étaient mal outillés pour faire face justement à cette gestion. Des erreurs de jugement, apparemment. Oui, des erreurs de jugement, c'est lié également à leurs préjugés. À leurs préjugés en tant que grande puissance. En tant que grande puissance, oui. Et en pleine pandémie, en pleine crise sanitaire, on observe une tension, une vraie tension entre la grande Chine, entre la Chine et les États-Unis. On parle aujourd'hui même de nouvelles guerres froides. De nouvelles guerres froides limitées entre les États-Unis et la Chine. Et ce n'est pas étonnant. Et ceci... Oui, avec la possibilité aussi pour que d'autres pays donnent la main à la Chine. À l'une ou à l'autre des parties. À l'une ou à l'autre, mais si l'on pense par exemple à ce qui se passe actuellement, on voit déjà la Russie se pencher du côté de la Chine, et pourquoi pas d'autres pays de la région. Russie, historiquement et stratégiquement, a intérêt de se pencher du côté de la Chine, mais l'Europe, dans sa majorité, a aussi intérêt de se pencher du côté américain. Donc, ça pourrait s'ouvrir, ça pourrait donner l'occasion à certains États marginaux ou plus ou moins marginaux de s'aligner sur les États-Unis ou sur la Chine. Et de toute manière, ce qui est certain, c'est que cette tension diplomatique entre ces deux grandes puissances, cette tension diplomatique n'est pas étonnante. N'est pas étonnant pour deux raisons. Pour des raisons conjoncturelles et pour des raisons structurelles. Maintenant, du point de vue conjoncturel, on assiste à quoi? On est pour les États-Unis, et les États-Unis sont dans un climat préélectoral. Donc, assurément, l'administration Trump est très critiquée pour sa mauvaise gestion de la COVID, du coronavirus. Et pour ne pas perdre les prochaines élections, eh bien, l'administration Trump tente d'instrumentaliser les instincts nationalistes de la classe moyenne américaine pour détourner justement les regards vers un ennemi identitaire. L'ennemi identitaire est facilement trouvé, c'est la Chine. D'ailleurs, c'est sur le territoire de la Chine qu'a émergé le nouveau coronavirus. Donc, c'est du point de vue conjoncturel. C'est très facile pour l'administration Trump, justement, de détourner les regards des Américains vers l'ennemi extérieur. Maintenant, du point de vue structurel, la tension diplomatique entre les deux puissances n'étonne pas non plus. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous que la Chine, récemment, a accédé au statut de grande puissance, ou du moins au statut de grande puissance régionale. Ce qui ne plaît pas aux États-Unis et aux Américains. Pourquoi? Parce que le fait pour la Chine d'avoir accédé à ce statut de grande puissance, et la Chine tente de remettre en question le système d'équilibre des puissances hérité depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 1945. Depuis 1945. Donc, les États-Unis essayent justement de maintenir le statu quo hérité de 1945 pour éviter justement à la Chine de progresser dans ce sens-là. Donc, ce que les États-Unis essaient de faire, c'est d'entraver justement le renforcement de la puissance économique et de la puissance politico-militaire de la Chine. Donc, on va assister au quotidien à ces genres de tensions entre la Chine et les États-Unis, non seulement dans le domaine diplomatique, mais aussi dans le domaine économique. C'est juste parce que les États-Unis tentent d'entraver la progression de la Chine pour éviter que la Chine finalement devienne carrément une grande puissance capable de rivaliser avec les intérêts américains, non seulement dans
l'Asie-Pacifique, mais dans toutes les parties du globe. Mais ça va crescendo. Là, on parle déjà de possibilités pour que la Chine dépasse même les États-Unis sur le plan économique. Eh bien, les États-Unis sont au courant de ça. Voilà pourquoi que les États-Unis, l'un des leviers utilisés par les États-Unis, c'est d'entraver la Chine dans le domaine économique. En retournant avec quoi? Avec le protectionnisme américain. Pour justement mettre des bâtons dans les roues des Chinois. Pour éviter que, écoutez, l'évolution du commerce entre les deux pays est très avantageux pour la Chine plutôt que pour les États-Unis. C'est plus de 300, c'est près de 400 milliards de dollars et de déficit pour les États-Unis dans les relations commerciales avec la Chine, et ceci depuis 2016. Et c'est ce qui a été au centre justement du discours. Les États-Unis ont des dettes énormes aussi. Pour la Chine. Oui, je crois bien qu'ils sont très protégés par rapport au dollar, puisque c'est le dollar qui est l'étalon international. Vous pensez que l'on devra s'attendre à un dénouement heureux, je dirais, ou bien calme pour les deux pays, les États-Unis et la Chine, après Covid, après la pandémie? Et si on appréhende... Ou encore avec un autre président américain, est-ce que ça pourra se calmer? Moi, je crois que si on appréhende les relations internationales contemporaines à l'aide des approches théoriques, des approches théoriques telles que le réalisme dans les relations internationales, et un changement éventuel au niveau de la Maison-Blanche ne changerait rien. Pourquoi? Parce que qu'on soit du parti républicain ou du parti démocrate ou de notre parti, les Américains sont conscients que l'accession de la Chine à ce statut de puissance est une menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Et ce n'est pas une menace uniquement pour la sécurité nationale des États-Unis, mais c'est également une menace pour l'ensemble du monde occidental. Parce que lorsqu'on parle de la Chine, on parle de la Chine en tant que civilisation étrangère à l'Occident. Pas seulement en tant que civilisation étrangère à la civilisation américaine, mais c'est en tant que civilisation étrangère à l'Occident. Donc, ce qui fait que l'Europe va se retrouver tôt ou tard derrière les États-Unis dans ce bras de fer vis-à-vis de la Chine. Question de garder... Donc, la seule chose qu'on peut espérer, c'est que les deux parties, peut-être, vont convenir d'agir de manière plus prudente. Et ce qui est certain, c'est que cette guerre hégémonique entre les deux, cette guerre hégémonique n'est pas pour maintenant. Est-ce que vous pensez que les États-Unis avaient, ou encore Donald Trump a bien réagi quand il a demandé, quand il a ordonné la fermeture du consulat chinois à Houston? On a eu des actes d'espionnage. D'espionnage. Écoutez, s'il y a lieu de parler d'espionnage, eh bien, c'est la Chine qui a eu le comportement illicite. Parce que c'est vrai que un diplomate, depuis la fin du Moyen-Âge, le diplomate est baptisé du nom de honorable espion. Pourquoi? Parce que l'une des fonctions d'un diplomate, c'est de s'informer de l'évolution politique de l'état du territoire sur lequel il est affecté, afin d'informer son pays d'origine. Donc, sachant que le diplomate, ayant cette fonction, est couvert par les immunités, donc c'est pour cela que depuis la fin du Moyen-Âge, on prenait un malin plaisir à appeler le diplomate honorable espion. Mais cela dit, l'espionnage est un acte illicite dans le droit international. Le diplomate a le droit de s'informer, mais par des moyens licites. Si le diplomate s'informe par des moyens illicites, eh bien, les États-Unis, le gouvernement américain a le droit justement de procéder à la fermeture du consulat et d'exiger le rappel de ces agents diplomatiques. Oui, mais la Chine a réagi aussi. Oui, écoutez, quel que soit, n'était-ce pas... Ce que je veux dire, c'est que quel que soit le pays qui serait dans cette situation, le pays allait agir de cette façon. Pourquoi? Parce que même lorsque vous auriez tort, parce que c'est confirmé que vous avez versé dans des actes d'espionnage, mais vous avez également le devoir de protéger votre dignité en tant que
qu'État souverain. Donc, par réciprocité, en diplomatie, par réciprocité, vous avez le devoir et également d'agir de la même façon que le pays étranger. Est-ce que les États-Unis ne sont pas passés maîtres dans l'espionnage international? À ce niveau, je crois que au niveau commercial, c'est surtout la Chine. C'est bien de dire que la Chine a progressé technologiquement et économiquement. Sur le plan idéologique, mais n'oubliez pas que sur le plan idéologique, tous les pays font de l'espionnage. Ce qui est certain, c'est que tous les pays font de l'espionnage. Pourquoi? Parce que les pays qui se sont définis des objectifs de puissance au plan international, eh bien, se donnent les moyens pour assurer justement, pour conquérir cette puissance. Et l'un des moyens, c'est l'espionnage. Donc, l'espionnage, c'est l'apanage de toutes les grandes puissances, de tous les pays qui se respectent, qui ont les capacités de le faire aussi. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas que les États-Unis qui versent dans l'espionnage, la Chine le fait, la France, etc. La Russie, et ce qui est certain aussi, c'est que les chancelleries diplomatiques, je parle des ambassades. Les ambassades, ce sont les lieux privilégiés pour l'espionnage international. C'est pour cela que la plupart des grandes ambassades sont protégées par ce qu'on appelle les cages de Faraday. Les cages de Faraday pour éviter que les informations qui sont collectées, qui sont stockées dans les postes d'ordinateur, eh bien, ne soient pas captées à l'extérieur. Ceci dit, si d'aventure, des journalistes se mettent à informer des ambassades étrangères, est-ce que cela sous-entend que vous parlez des journalistes haïtiens? Oui. Écoutez, c'est de l'espionnage. Il ne s'agit pas de journalistes haïtiens. Il s'agit de tout fonctionnaire haïtien aussi. Écoutez, un homme politique haïtien, un ministre haïtien, un sénateur haïtien, un simple citoyen haïtien qui porte à la connaissance d'une ambassade étrangère des informations sur ce qui se passe dans son pays, des informations sensibles sur son pays ou sur l'administration de son pays, eh bien peut-être poursuivi en justice et pour crime de haute trahison ou pas? Pas pour espionnage, parce que il faut voir que pour le même acte qui est l'espionnage, suivant la nationalité de la personne, la justice va qualifier l'acte soit d'espionnage ou de trahison. Donc si j'ai la nationalité haïtienne et j'espionne pour une ambassade étrangère, je ne serai pas qualifié d'espion, je serai qualifié de traître. Alors que si je suis un Français, j'espionne et le gouvernement haïtien pour une ambassade étrangère, je serai qualifié d'espion. Vous voyez? Mais c'est le même acte. Oui, mais pourquoi on les accuse parfois de persona non grata? Persona non grata, c'est-à-dire des personnes indésirables. Indésirables sur le territoire. Est-ce que pour avoir trop espionné ou bien pour avoir affiché un mauvais comportement vis-à-vis du pays? C'est surtout pour n'avoir pas répondu aux critères d'admission ou sur le territoire du pays. Parce que déclarer une personne persona non grata ne relève pas uniquement des grands États. Écoutez, dans le décret sur l'immigration et l'émigration en Haïti, les articles qui traitent de l'admission, des critères d'admission des étrangers sur le territoire haïtien, le gouvernement haïtien a également la capacité de déclarer un étranger persona non grata. Cela dit qu'on peut déclarer un étranger persona non grata non seulement parce que l'étranger est déjà sur le territoire, mais aussi parce que l'étranger s'apprête à rentrer sur le territoire. Ce qui fait que, à l'avance, on peut déclarer une personne persona non grata alors qu'il n'est pas encore sur le territoire haïtien. Donc, il ne serait pas bien. Les lois haïtiennes prévoient cela. La faiblesse de la législation haïtienne, c'est qu'on n'a pas un code pénal de la défense qui traite des questions d'espionnage de manière spéciale, qui traite des questions de trahison de manière spéciale, qui traite des informations classées secret défense. On n'a pas ça malheureusement. Et j'allais vous dire même pour parler d'espionnage, il faut avoir un centre de renseignement national ou local, mais efficace et qui donne des résultats. Donc c'est le gouvernement qui doit se donner les moyens, et justement, pour combattre et pour lutter contre l'espionnage étranger sur son sol. Donc l'un des moyens, l'un des outils, c'est justement ce que vous venez d'évoquer, c'est d'avoir une agence nationale
de renseignement et de contre-renseignement. Oui. Juste avant de refermer cette première partie, j'ai pas de doute, il doit y avoir beaucoup de vos étudiants à suivre cette émission, professeur. Et là, je voudrais que vous fassiez la différence pour nous entre consuls honoraires et les consuls ordinaires. Ce matin encore, j'ai lu quelque part, en parlant d'Haïti, que les consuls honoraires, ces postes-là sont réservés à la haute bourgeoisie haïtienne. Pourquoi et c'est quoi? Oui, et je crois que ce n'est pas commodité de langage qu'on dit souvent que les postes de consul honoraire sont réservés à la bourgeoisie haïtienne. Pourquoi? Déjà, il faut établir la différence entre consul honoraire et les consuls de carrière. Et ce que vous appelez les consuls ordinaires, c'est les consuls de carrière. On les appelle aussi les consuls d'État. Pourquoi on les appelle les consuls d'État? C'est parce que ces consuls-là sont rémunérés par leur gouvernement respectif. Et de plus, ils n'ont pas le droit de chercher des revenus dans d'autres domaines. Donc, ils ont uniquement le devoir de s'engager dans les relations consulaires et non pas de verser dans des relations, dans des activités commerciales. Ils n'ont pas d'autres professions. Les consuls de carrière ou les consuls d'État n'ont pas d'autre profession que la profession de consul. Alors que les consuls honoraires, ça c'est autre chose. Le consul honoraire est aussi appelé consul marchand. Donc s'il est appelé consul marchand, c'est dire qu'il peut également avoir d'autres activités que l'activité consulaire. Donc il peut également avoir des activités commerciales. Le problème, c'est que le consul... Vous avez dit commercial. Commercial, oui. Et la contrebande, par exemple? Non, on va revenir là-dessus. On va revenir sur ce point. Ceci dit, le problème, c'est que le consul honoraire peut être choisi par un État étranger parmi les ressortissants du pays, de l'État d'accueil. D'accord? Et comment on choisit en général un consul honoraire? On choisit un consul honoraire parmi les citoyens qui sont économiquement bien assis. Eh bien, quels sont les citoyens en Haïti qui sont économiquement bien assis? Eh bien, le plus souvent, ce sont les gens de la bourgeoisie. Ce sont les gens qui ont un train de vie, qui ont un haut niveau de train de vie. Donc, ces gens-là, pourquoi on les choisit dans cette catégorie? C'est pour l'État étranger cherche à éviter que ces consuls honoraires soient impliqués dans des actes de contrebande, dans des actes de trafic, dans la criminalité, parce qu'ils sont à la recherche de revenus pour subsister. Donc, on ne peut pas choisir un consul honoraire parmi des gens qui n'ont pas de travail, parmi des gens qui sont au bord de la pauvreté, parmi des gens qui n'ont pas pignon sur rue, qui n'ont pas un patronyme reconnu. Voilà pourquoi que le choix le plus facile, c'est de choisir justement ces gens parmi les gens proches de la bourgeoisie. Mais il y a d'autres personnes que je connais qui sont consuls honoraires d'autres pays qui ne font pas partie de la bourgeoisie. En quoi consiste son travail? Ils sont des À la différence d'un ambassadeur, par exemple, accrédité dans un pays, c'est quoi, le rôle du consul honoraire? Le consul en général représente son pays, pas du point de vue diplomatique, mais du point de vue des relations consulaires. Et le consul, en général, il est là pour défendre les intérêts des ressortissants de son pays, en fait, du pays dont il est le consul honoraire. D'accord? Pas forcément de son pays d'origine, parce que peut-être qu'il est originaire du pays d'accueil. Donc, il est là pour défendre les intérêts des ressortissants, à la différence du diplomate qui défend les intérêts de l'État, de son gouvernement. Lui, il défend les intérêts des ressortissants qui se trouvent sur le territoire de l'État d'accueil. Et il est là également parfois, pour représenter... il y a des diplomates qui font le même travail, non? Oui. Il y a des ambassadeurs qui affirment être là, non seulement pour faciliter, je dirais, pour permettre au drapeau de son pays d'origine de flotter. Ça, c'est un aspect... Oui, mais aussi pour les ressortissants. Oui, mais évidemment, parce que l'établissement des relations diplomatiques automatiquement donne lieu au rétablissement et à l'établissement des relations consulaires. On n'a pas besoin, lorsqu'on établit des relations diplomatiques avec un pays,
on établit automatiquement des relations consulaires avec ce pays, ce même pays. D'accord? Ce qui fait que, et à l'inverse, la rupture des relations diplomatiques entre deux pays ne donne pas lieu à la rupture des relations consulaires forcément. Il faudrait que les deux États s'engagent à rompre officiellement leurs relations consulaires pour que cela se fasse. Quoi qu'il en soit, un diplomate, écoutez, la fonction du diplomate est globale. Donc le diplomate, lui, surtout l'ambassadeur, il peut se donner comme mission également et de protéger les intérêts des ressortissants de son pays. Parce que le premier représentant de l'État étranger, c'est le diplomate. D'accord? Mais on essaye le plus souvent d'établir la différence entre les relations consulaires conduites au sein d'une chancellerie et les relations consulaires conduites au sein d'un poste consulaire. Alors, il y a quelqu'un... Et n'oubliez pas également que c'est le consul qui a la charge de représenter les autorités administratives de son pays aussi, auprès de l'administration du pays d'accueil. Donc là, vous parlez du consul honoraire. Du consul en général. Du consul en général. OK. Alors, petite précision, il y a un auditeur, c'est un ami aussi, qui a voulu préciser. Et quand on parlait d'information, quand on parlait d'espionnage, tout ça, il a précisé que toute information publique n'est pas de l'espionnage. Je suis d'accord. Les journalistes haïtiens partagent... Alors, en général, on ne parlait pas uniquement des journalistes haïtiens, on parlait des journalistes de n'importe quel pays. Mais l'auditeur a tenu à préciser que les journalistes haïtiens partagent des informations diffusées sur les ondes. Je suis d'accord. Ou encore des documents publics. C'est pas ça qui est l'espionnage. L'acte d'espionnage, un journaliste peut être impliqué dans un acte d'espionnage. Sans s'en rendre compte? Si le journaliste est proche d'un membre du gouvernement et il obtient de manière frauduleuse des informations sensibles entre les mains de ce membre du gouvernement pour transférer ces informations à une ambassade, c'est de l'espionnage. Parce que ces informations classées sensibles ne sont pas publiques. C'est pour cela ces informations... Est-ce qu'on peut espionner en toute innocence, en toute naïveté? Comment? Partager des informations secrètes, mais sans savoir que c'est de l'espionnage. C'est surtout la faiblesse des Haïtiens. La faiblesse des Haïtiens, de quelque statut que ce soit, parce que moi, je rencontre souvent de hauts fonctionnaires haïtiens qui prennent un malin plaisir à dîner au quotidien avec des représentants d'ambassade. Mais ces représentants d'ambassade, ils sont à la recherche de quoi? Ils sont à la recherche d'informations sensibles sur votre administration. Mais eux, ils se disent, écoutez, le fait de dîner dans un grand restaurant UP de Pétionville et en compagnie d'un ambassadeur, eh bien, cela leur donne du standing. Pourtant, ils sont là pour fournir des informations. Eh bien, ils font ça de manière naïve et des fois de manière consciente aussi. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous que comment on peut, et les grands pays, ou du moins les agences de renseignement procèdent pour trouver justement des fonctionnaires d'un pays étranger à leur solde. Ils sélectionnent les fonctionnaires qui sont maltraités. Ils sélectionnent les fonctionnaires qui sont frustrés. Voilà pourquoi que les grands pays évitent de frustrer leurs fonctionnaires. Donc, à chaque fois qu'ils identifient des fonctionnaires qui sont maltraités, qui sont frustrés, eh bien, ces fonctionnaires sont plus vulnérables. Plus vulnérables, justement. Oui. Accessibles aussi. Hein. Voilà, plus accessibles. Bon, alors, pour parler d'Haïti, là, on en trouverait pas mal un peu partout. Hein. Je parle de personnes frustrées. Ah oui, malheureusement. Donc, l'espionnage en Haïti, c'est le seul pays où l'espionnage ne coûte pas beaucoup à l'État étranger. Partout ailleurs, le fait pour un pays étranger d'espionner notre pays, ça lui coûte beaucoup en termes budgétaires. Alors qu'en Haïti, c'est presque gratuitement que le fonctionnaire haïtien ou le citoyen haïtien se met à table. Oui. Juste le temps d'un dîner. Oui. Parfois. Ou juste pour avoir la carte de visite du diplomate pour pouvoir montrer à ses proches, écoutez, moi, je suis ami avec tel diplomate. Ou bien se faire photographier avec. Tout. Ça aussi. Mais ça, la finalité est surtout politique, en pareille circonstance. Oui, écoutez, le diplomate est à la recherche uniquement des informations sensibles pour son pays, pour défendre les intérêts de son pays. James Boyard, professeur de relations internationales et de droit diplomatique et consulaire, est notre invité ce matin. On observe la pause et à tout de suite.
Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. C'est le temps d'observer la pause et à tout à l'heure. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Notre invité aujourd'hui, James Boyard, professeur de relations internationales et de droit diplomatique et consulaire. Pendant la pause, j'ai reçu un message d'un auditeur que je voudrais bien partager avec mon invité pour une réaction. Question d'éclairer notre lanterne, vrai ou faux. L'auditeur a écrit, et je cite, « Consul honoraire, c'est bagaille tête chargée en Haïti. Et c'est Convention de Vienne de 1963 qui fait que bâtiment qui logeait pas payer impôt. C'est ça qui fait tout. En pile, moun ici, tout mettait consulat dans le même bâtiment, de façon pour tout pas payer impôt pour entreprise ça. Mais en plus de ça, tout bagage personnel ou bien tout business il a rentré avec lui en Haïti, il a tout fait le passer pour valise diplomatique pour pas payer douane. Est-ce vrai, professeur? Bon, je ne sais pas si c'est vrai parce que je n'ai pas eu connaissance personnellement de ces genres d'activités, mais ce que je sais, c'est que ces genres d'activités, ces genres de dérives sont possibles. Sont possibles parce que vous pouvez tomber sur des consuls honoraires qui sont malhonnêtes et qui vont profiter justement des privilèges et immunités du consulat honoraire justement pour pouvoir verser dans d'autres activités, dans des activités louches. Oui. Mm-hmm. Vous voyez, donc moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que même lorsque le consulat honoraire est couvert, justement, et que donc le consulat honoraire, suivant la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963, et donc le consulat honoraire n'est pas imposable, ok, mais si le bâtiment qui abrite le consulat honoraire est partagé avec d'autres activités, dont des activités commerciales, maintenant il revient à l'État d'établir ce fait. Maintenant, lorsque l'État aura établi ce fait, l'État pourrait également réprimer ces consuls honoraires pour ces activités louches et imposer et forcer ces consuls honoraires ou ces citoyens, ces commerçants à payer justement les impôts qui sont dus à l'État. Mais maintenant, il revient à l'État de le faire. Mais écoutez, Oui, mais est-ce que l'État peut aller outre les prescrits de la Convention? Non, mais la Convention ne dit pas à l'État de ne pas le faire. Parce que la Convention ne couvre pas ces activités louches. D'accord? Ce que couvre la Convention dit... Oui, mais le consul honoraire jouit de quelques prérogatives. De quelques prérogatives, mais pas la prérogative de faire rentrer des biens des biens commerciaux en Haïti pour son compte, pour le compte de son commerce, sans que ces biens en dehors des procédures établies par la douane. Un autre point, on va parler des derniers changements opérés ou effectués dans la diplomatie haïtienne. 24 jeunes cadres ont été transférés à l'étranger. Apparemment, ce seraient des gens qui ont fait carrière au ministère des Affaires étrangères. Comment le professeur que vous êtes voit ces changements? Comment peut-on les appréhender? Lorsque on m'a mis au courant de ces changements, moi j'ai applaudi la décision. Surtout qu'il s'agit de jeunes, des jeunes qui ont été dans les services internes de la chancellerie, c'est-à-dire les services au niveau du ministère des Affaires étrangères. Probablement vos anciens étudiants aussi? Oui, j'ai beaucoup d'étudiants, de mes anciens étudiants parmi ces jeunes. Mais je dis que c'est une bonne décision qui est venue tardivement, parce qu'on aurait dû prendre ce genre de décision plus tôt que cela, mais c'est quand même une goutte d'eau dans l'océan. Parce que il ne s'agit pas uniquement de rajeunir le personnel diplomatique pour qu'on puisse résoudre le problème de la diplomatie haïtienne. Le problème de la diplomatie haïtienne va plus loin que le problème du personnel, le problème de rajeunissement ou du vieillissement du personnel diplomatique haïtien. Et je vais vous expliquer. On pourrait vous dire, sans vous interrompre, qu'il faut quand même commencer quelque part. Oui, bien, moi, je peux espérer qu'on a commencé quelque part, qu'on ne va pas s'arrêter là. Dans le cadre des changements qui restent à opérer. Ou j'allais dire que
à la place du président ou du ministre, vous auriez commencé quelque part d'autre? Écoutez, évidemment, parmi les grands problèmes de la diplomatie haïtienne, on a un problème au niveau du personnel diplomatique. Le problème au niveau du personnel diplomatique est de deux ordres. On a un problème de vieillissement du personnel diplomatique, d'accord? Et on a un problème de sous-qualification également de l'ensemble du personnel diplomatique. Si on a nommé ces jeunes, donc on est intervenu sur le problème du vieillissement, il reste maintenant à intervenir sur le problème de la sous-qualification du personnel diplomatique. Et je vais m'expliquer. En général, les diplomates haïtiens sont formés et sont des diplomates généralistes. Parce que ce sont des diplomates qui ont reçu une formation générale, c'est-à-dire une formation surtout au niveau des études internationales. Alors que depuis le milieu des années 1990, pour ne pas dire depuis la fin des années 90, le monde est rentré dans une ère de diplomatie de crise. Lorsqu'on est dans une ère de diplomatie de crise, on est obligé de réformer justement la formation, les curricula de formation de nos diplomates, pour faire évoluer les diplomates généralistes vers des diplomates spécialistes. Il nous faut aujourd'hui, ce qu'il nous faut aujourd'hui dans cette ère de diplomatie de crise, c'est des diplomates spécialistes plutôt que des diplomates généralistes. Il est vrai que depuis quelques années, il y a eu la création de cette académie diplomatique au niveau de la chancellerie, mais là encore, il faudrait intervenir rapidement pour renforcer ces curricula. Parce que dans cette diplomatie de crise, ce qu'il nous faut surtout, c'est avoir des diplomates formés aux techniques de négociation diplomatique. Malheureusement, ils n'ont pas ce cours. Je le sais parce que on a fait la commission haïtiano-dominicaine, d'accord, avait fait appel à moi pour un séminaire sur les techniques de négociation diplomatique. De manière conjoncturelle. C'est dire qu'ils n'ont pas ce cours, alors que c'est une formation hautement importante pour nos diplomates aujourd'hui. Il faut également des cours portant sur la diplomatie préventive. Regardez que Haïti, depuis 1994, on a accueilli au moins 6 missions de maintien de la paix. 6 missions des Nations Unies, sans compter la BINU, qui n'est pas une mission de maintien de la paix. Donc, il faut former nos diplomates, justement, à la diplomatie préventive aussi. Vous voyez? Donc il y a un ensemble de formations spécialisées qui sont importantes pour nos diplomates, qui ne sont pas enseignées à ces jeunes diplomates. Donc il faut ces genres de formations. Ça, c'est pour parler du personnel diplomatique. Mais il n'y a pas que ce problème au niveau du personnel diplomatique. Il y a un problème également au niveau du cadre légal même de la chancellerie. Écoutez, en dehors du décret de 1958 sur la carrière diplomatique, il n'y a pas d'autre cadre légal sur le statut du diplomate haïtien, sur la carrière du diplomate haïtien. Il n'y a que la loi de 87, je crois, qui régit jusqu'à présent le ministère des Affaires étrangères. Donc, ce sont des législations très anciennes. Il faut une nouvelle loi qui tient compte justement de l'ensemble des besoins récents, contemporains de notre diplomatie au niveau organisationnel. Il faudrait une mise à jour, vous voulez dire. Il faut un toilettage de ce cadre légal existant. Et puis, troisième problème, c'est la chancellerie fait face à un déficit organisationnel, je dirais. Pourquoi? Parce que depuis plus de 2 décennies, les chancelleries des autres États ont évolué vers une organisation géographique plutôt qu'une organisation fonctionnelle. Mais jusqu'à présent, la chancellerie haïtienne est organisée en fonction d'une organisation fonctionnelle. C'est-à-dire, la chancellerie haïtienne, le ministère des Affaires étrangères est divisé en direction consulaire, direction protocole, direction politique, direction affaires juridiques, etc. Alors que ce qu'il nous faut, c'est justement d'avoir des directions spécialisées suivant les zones géographiques importantes. Par exemple, il est important d'avoir une section
au niveau de la chancellerie haïtienne sur les relations haïtiano-dominicaines. Il nous faut avoir une section sur... On n'en a pas en Haïti, mais on l'a en République dominicaine. Parce que la République dominicaine s'est donné pour objectif d'avoir l'ascendance dans les relations diplomatiques haïtiennes, d'avoir l'ascendance sur Haïti, et s'est donné cet outil. Alors que nous autres, on n'a jamais considéré la République dominicaine comme un pays étranger. Voilà pourquoi on ne s'est pas donné une politique étrangère et spécifique pour la République dominicaine. On ne s'est pas donné les moyens nécessaires. Donc, dans les négociations avec la République dominicaine, sur quel que soit le dossier considéré, eh bien, les diplomates dominicains auront toujours l'ascendance sur les diplomates haïtiens parce qu'ils sont mieux informés, ils sont mieux outillés. Mais il n'y a pas que ça. Mais il nous faut également des départements il nous faut un département sur l'Europe du Nord, l'Europe de l'Ouest, un département sur les États-Unis et donc l'Europe du Nord, les États-Unis et le Canada, etc. Il faut diviser le ministère des Affaires étrangères en grandes directions géographiques plutôt qu'en direction fonctionnelle. Est-ce que c'est pas parce que l'État est faible et nous sommes simplement appelés à ne gérer que le primum vivere? C'est surtout parce que l'État n'a pas d'ambition en politique étrangère. Cela me permet de pointer du doigt un autre problème de notre diplomatie qui n'est pas véritablement un problème diplomatique, qui est plus un problème de politique étrangère. Nous avons des déficits au niveau de notre diplomatie, à plusieurs niveaux que je venais de citer, mais le problème le plus grave, c'est qu'il n'existe pas en Haïti un cadre de pensée de politique étrangère haïtienne. Il nous faut avoir un cadre de pensée de politique étrangère haïtienne. On a cessé depuis plusieurs décennies de penser l'international. On était un acteur très agressif dans les relations internationales il y a 60 ans et on est passé du stade acteur et agressif au stade carrément d'objet des relations internationales. Haïti n'est qu'un objet des relations internationales. Ce qu'on fait, on subit les relations internationales. On n'agit pas, on n'intervient pas. Parce que Haïti n'a pas d'ambition, n'a pas défini ses ambitions, ses objectifs au plan international. D'ailleurs, il y a un ancien ministre des Affaires étrangères qui disait que Haïti n'a pas de politique étrangère. Mais c'était quelque chose d'extrêmement grave de dire pour un pays qu'il n'a pas de politique étrangère, alors que la politique étrangère, c'est la deuxième expression de la souveraineté de pays. Oui, deuxième expression. Oui, mais d'abord, il faut voir, est-ce qu'on a de politique publique avant tout? Oui, la politique étrangère est une politique publique. Non. Ah, oui. Sur le plan global, je veux dire. Donc voilà pourquoi il faut repenser la gouvernance. Il faut repenser la gouvernance. On ne gouverne pas de manière... Écoutez, on gouverne de manière improvisée, et bien on gouverne à travers des politiques, c'est-à-dire des dispositions qui sont planifiées, étudiées. Des plans aussi? Oui, des plans, des mesures, des dispositions qui sont planifiées. Maintenant, il y a un ancien Premier ministre qui avait préconisé une diplomatie d'affaires. Oui. Selon certains, cette diplomatie d'affaires avait été fructueuse. Est-ce que c'est votre point de vue? Écoutez, moi, je sais de quel Premier ministre et d'autres il s'agit, mais l'observation de tout Haïtien dirait quoi que, écoutez, si cette diplomatie d'affaires était fructueuse, comme vous l'avez dit, eh bien, on l'observerait sur le terrain. À quel niveau? Au niveau des investissements directs étrangers attirés par Haïti. Au niveau des nouvelles entreprises étrangères qui se sont implantées en Haïti. C'est l'inverse. On assiste à l'inverse. Plutôt qu'à ça. C'est-à-dire que cette diplomatie d'affaires, donc un concept d'ailleurs qui n'existe nulle part, cette diplomatie d'affaires n'a eu aucun impact positif. Et moi, ce que je dis, ce qu'il faut à Haïti, il faut d'abord définir notre cadre de pensée de politique étrangère en fonction de l'évolution contemporaine de la scène internationale. Les dirigeants haïtiens oublient assez souvent que la scène internationale n'est plus ce qu'elle était avant 1991 et cette scène internationale n'est plus ce qu'elle était avant les attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Beaucoup de choses ont changé. Par exemple,
on assiste à un élargissement des relations internationales. Élargissement qui a donné lieu à l'émergence d'un ensemble de nouveaux pôles de puissance. On doit tenir compte de ces nouveaux pôles de puissance tels que la Chine, le Brésil, l'Inde, etc. D'accord ? On a assisté, en dehors de cet élargissement, à un approfondissement, cette fois, des relations internationales, où l'agenda diplomatique international s'est transformé. Il n'y a pas que des questions de sécurité, il n'y a pas que des questions politiques qui sont primées au niveau de l'agenda diplomatique international, il y a des questions plus sociales, d'accord ? Donc on doit avoir ce cadre de pensée de politique étrangère haïtienne qui tient compte justement de ces nouveaux enjeux. Parmi les nouveaux enjeux, il y a le genre, les rapports de genre, la question de protection de l'environnement. On doit tenir compte de cela. Donc voilà pourquoi il faut renforcer les curricula. Et sans compter qu'il y a de nouveaux acteurs cette fois, de nouveaux acteurs non étatiques cette fois, qui ont émergé, tels que les ONG, certaines ONG internationales sont extrêmement puissantes. Vous avez des mouvements sociaux transnationaux extrêmement puissants. Vous avez des outils de communication tels que les nouvelles technologies de communication. Et on doit tenir compte de tout cela dans notre conception justement de cette nouvelle pensée de politique étrangère haïtienne. Vous l'avez dit il y a quelques instants, on a eu pas mal de missions de maintien de paix en Haïti. Aujourd'hui, nous n'avons que le BINU, qui n'est pas une mission de maintien de la paix. Comment le professeur appréhende le travail, le rôle et la présence du Bureau international des Nations Unies en Haïti? D'abord, le BINU, c'est une mission plus politique plutôt qu'une mission de maintien de la paix. Ensuite, le BINU, c'est une mission des Nations Unies qui est créée par l'Assemblée, par le secrétariat général des Nations Unies plutôt que par le Conseil de sécurité. Donc, cette mission n'est pas régie par le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Donc, le BINU s'inscrit dans le cadre de ce que j'ai évoqué tout à l'heure lorsque je parlais de la diplomatie préventive. Alors, l'idée du BINU comme mission, c'était de permettre aux missions onusiennes, aux anciennes missions onusiennes, qui étaient des missions plus rigoureuses, plus contraignantes, de laisser de l'espace maintenant au gouvernement, aux autorités locales, sachant que la situation sur laquelle ces missions avaient intervenu, ces situations-là se sont transformées, se sont améliorées qualitativement, se sont transformées qualitativement. Le problème, c'est que la situation haïtienne ne s'est pas améliorée. Est-ce qu'on peut dire que c'est tout simplement une mission d'observation? Elle est là, et même pas pour donner des conseils, elle est là pour produire des recommandations. C'est surtout une mission qui est là pour pérenniser les acquis des missions antérieures. Mais les acquis des missions antérieures, pour pérenniser les acquis, il faudrait que les acquis soient là déjà. Oui. C'est là le problème. Parce que ce protocole-là, cette pratique de créer ces genres de missions comme BINU, c'est une pratique que les Nations Unies utilisent dans d'autres pays, surtout en Afrique. À la suite des missions de maintien de la paix, on vient avec une mission politique pour pérenniser, pour renforcer les acquis antérieurs. D'accord ? C'est une mission plus souple et moins contraignante, et qui est là justement pour renforcer pour contribuer dans le renforcement de la gouvernance démocratique, pour contribuer dans le renforcement, par exemple, des législations plus démocratiques, plus modernes. Donc, c'est ces genres de missions qu'on a le plus souvent à la suite des opérations de maintien de la paix. Et c'est tout, ça s'arrête là. Attendons de voir ce qui va se passer. Et écoutez, le responsable de ces missions a aussi l'obligation de faire des comptes rendus, ce qu'on appelle les rapports périodiques, et adressés au siège des Nations Unies à New York. Avec des recommandations? Avec des recommandations. Tous les rapports se terminent par des recommandations. Un plaisir de vous avoir, professeur, avec l'espoir de vous inviter une autre fois pour débattre des questions et un rapport à l'actualité internationale, aux relations internationales en particulier. Un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Comme toujours, c'est un plaisir. Allez, merci, Wendell. Passez une bonne journée.
Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Le professeur James Boyard était notre invité ce matin. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.